Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Une accalmie précaire dans la capitale béninoise après 2 jours de violence. Le Bénin marqué par des tensions post-électorales. Les opposants au président Patrice Talon tentaient de protester contre les élections législatives du 28 avril qui se sont tenues malgré l'absence des partis de l'opposition. L'ONU se penche sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme, est en visite dans le pays. Et signature au Mali d'un accord entre le gouvernement et des partis de l'opposition pour la mise en place d'un gouvernement d'ouverture. Gouvernement avec à sa tête Boubou Cissé, récemment nommé après la démission de Soumeylou Boubèye Maïga. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a proclamé jeudi les résultats définitifs des élections législatives du 28 avril. Dans ce scrutin, seuls des partis apparentés au pouvoir étaient en lice. Ils raflent par conséquent la majorité des sièges. Une proclamation après 2 jours de manifestations de l'opposition dont la répression aurait fait au moins 2 morts. Reportage de notre correspondant sur place, Lefti Ounou. Après les violences des 1er et 2 mai 2019, entre protestataires et forces de l'ordre autour du domicile de l'ancien président Boni Yayi, c'est un calme précaire qui est revenu à Cotonou ce vendredi 3 mai, précisément à Kadiehoun. Les manifestations avaient éclaté alors que les forces de l'ordre ont pris d'assaut le domicile de l'ancien président. Alertés d'une tentative d'arrestation de ce dernier, d'immenses foules ont accouru pour le défendre. Des scènes de violence qui interviennent au lendemain de la proclamation des tendances des législatives par la Commission électorale nationale autonome qui fait état d'un taux de participation de 22,99%. Dans la soirée du jeudi, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs avec un taux de participation de 27,12%. Nous partons que Dieu est très fort. Regardez. Ce qui s'est passé hier encore, c'est-à-dire c'est triste, et pourtant on ne fait pas nonobstant à cela, on proclame les résultats toujours, on dit qu'on veut aller au bout, mais dans tous les cas, le peuple béninois est indivisible et humble. Nous attendons de voir. Regardez ce qui s'est passé hier devant Yayi Boni, c'est triste. Regardez, lorsqu'un président ne veut pas écouter son peuple, c'est-à-dire c'est très marrant. Des appels surgissent déjà de par le monde, appelant les différents protagonistes à la retenue et au dialogue. Mais pour les autorités béninoises, le pays ne connaît guère de crise post-électorale. C'est du moins ce qu'a martelé ce jeudi 2 mai Aurélien Agbenonsi, le ministre béninois des Affaires étrangères, à l'occasion d'une rencontre avec les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin. Nous avons un processus électoral qui s'est passé dans des conditions où des partis d'opposition n'ont pas voulu observer les règles que pourtant ils avaient eux-mêmes votées au Parlement. Nous essayons de travailler à régler cette situation. Il y a eu quelques débordements et nous sommes bien entendu sous le leadership du président Patrice Talon, en train de travailler à ce que tout rentre très rapidement dans le calme. Notons que c'est la première fois depuis 1990 que le Bénin enregistre de telles violences post-électorales. Des événements qui ont profondément choqué les forces politiques de l'opposition sont montées au créneau ce vendredi lors d'une conférence de presse. Elles demandent l'ouverture d'une enquête internationale sur les récents événements et ne reconnaissent pas les résultats des élections législatives. Écoutez Eric Oundete, le porte-parole des forces de l'opposition. Les forces de l'opposition condamnent avec fermeté ces actes de barbarie et dénonce l'usage d'armes à feu sur des populations civiles non armées. Elle dénonce les assassinats de nos concitoyens et les graves dérives autoritaires qui ont eu lieu dans notre pays durant ces 48 heures. Elle réclame une enquête sous la supervision des organismes internationaux sur la mort des compatriotes tombés sous les balles du pouvoir de M. Patrice Talon, aux familles de toutes les victimes. Les forces de l'opposition expriment leur profonde compassion et déclarent que leurs familles doivent être soutenues.
les forces de l'opposition considèrent nulle et de nul effet la nomination des députés par M. Patrice Talon, confirmée par la Sénat et la Cour constitutionnelle. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme est en visite au Cameroun où elle a été reçue ce 3 mai à Yaoundé par le président Paul Biya. Il s'agit d'évaluer la situation des droits de l'homme dans le pays marqué à l'extrême nord par les attaques de Boko Haram et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest par la crise anglophone. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. À l'invitation du chef de l'État Paul Biya, Michelle Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, est au Cameroun depuis ce 2 mai 2019. Après ses multiples consultations avec certains membres du gouvernement, la diplomate a été reçue en audience par le président Paul Biya. Au centre des discussions entre ces deux personnalités, la situation des droits de l'homme dans le pays. J'ai eu une discussion avec le chef de l'État. Nous avons parlé de toutes les situations que le pays rencontre sur les questions relatives à la paix, à la sécurité et aux droits de l'homme. Michelle Bachelet arrive au Cameroun dans un contexte marqué par la crise des régions anglophones, la menace terroriste à l'extrême nord et le climat sociopolitique tendu suite à l'incarcération de l'opposant Maurice Kamto et ses partisans. Nous nous sommes entretenus sur comment les Nations Unies peuvent continuer de supporter les efforts du pays dans le respect et la promotion et la protection des droits de l'homme. Rappelons qu'un mois avant sa visite officielle au Cameroun, la patronne des droits de l'homme de l'ONU a dans un communiqué officiel indexé les forces de défense camerounaises sur des supposées violations des droits de l'homme. En Libye, face à l'intensification des combats dans la capitale Tripoli, des dizaines de députés opposés à l'offensive du maréchal Khalifa Haftar ont tenu jeudi leur première réunion dans la capitale. Ils dénoncent, je cite, une guerre injustifiée des parlementaires qui souhaitent acter la destitution du maréchal. Ils ont demandé au Conseil présidentiel de nommer un autre chef de l'armée nationale. La question doit être une nouvelle fois débattue dimanche lors d'une prochaine rencontre parlementaire. Les combats, vous le savez, entre les troupes du maréchal et les forces loyalistes ont fait au moins 376 morts selon l'OMS. Au Mali, après plusieurs jours de négociations, un accord politique a été signé ce jeudi à Bamako. Il a été ratifié en présence du nouveau Premier ministre Boubou Cissé. Dans cet accord, le pouvoir en place et une partie de l'opposition ont acté leur collaboration dans un gouvernement d'ouverture dont la composition est attendue dans les prochaines heures. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis sa nomination, le nouveau Premier ministre Boubou Cissé multiplie les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'ouverture. Opposition, majorité, société civile ou groupes armés ont émis des avis sur l'idée d'un gouvernement à même de sortir le Mali de la situation actuelle, traduite par des attaques terroristes et conflits communautaires. Un accord a été signé par certains partis de l'opposition et de la majorité pour la formation du gouvernement. Lorsque le président de la République m'a accordé sa confiance, il a insisté sur la concertation, sur le dialogue et surtout sur l'écoute de toutes les sensibilités politiques. J'ai voulu aller vers tous, mais je ne suis pas encore parvenu. C'est un accord de 5 chapitres qui place le Mali au cœur des préoccupations des 15 signataires. Tout en s'engageant à soutenir les efforts de la mise en œuvre des accords d'Alger, les parties signataires du présent accord, dans l'intérêt de la stabilité nationale, conviennent de la tenue d'un dialogue politique inclusif. Les pays vivent souvent des convulsions fortes. Mais les hommes et les femmes de ce pays-là doivent avoir les ressources pour faire face. Ce n'est plus une question d'individu. C'est le Mali qui est en cause. L'éternel Mali, notre Mali. Cet accord d'une durée d'1 année sera revu à la date de la signature. Notons que le parti du chef de file de l'opposition qui était annoncé favorable a finalement décliné l'offre. Le boom des startups en Afrique, la Banque mondiale recense plus de 400 incubateurs à travers le continent, alors qu'il n'était encore qu'une dizaine au début de la décennie. Des startups qui attirent les investissements, les levées de fonds ont grimpé de 53% en 2017, atteignant 560 millions de dollars. Le Sénégal, vous allez le voir, est l'un des pays où fleurissent ces sociétés. Marcel Farba-Maroun.
Selon les données de la Banque mondiale, le Sénégal figure parmi les pays où les start-up sont en pleine évolution. 22 millions de dollars ont été collectés grâce au développement de ces entreprises, soit près de la moitié des 54 millions de dollars collectés dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Même si les chiffres sont reluisants, la réalité de ces petites entreprises est parfois tout autre sur le terrain. Quand tu commences une start-up ici, il faut gagner de l'argent directement, sinon tu fermes. C'est simple. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne peux pas vivre parce que cet argent-là, il ne nous l'est pas donné en fait. Nous, on n'a pas eu de dons, on n'a pas eu de subventions, on n'a pas eu de prêts. Et au moment où on aurait pu en avoir, finalement, la structuration qu'on veut donner à la société fait qu'on ne peut pas les avoir. La créatrice de mode Sarah Diouf gère également sa propre entreprise au Sénégal. Elle vend uniquement en ligne et a saisi des opportunités d'affaires au Sénégal en raison de la riche culture de la couture du pays. Mais pour elle, ce qui freine le développement et la croissance des jeunes entreprises sénégalaises, c'est le manque de compétences et de formation. Je trouve qu'on a une culture du tailoring, donc une culture de la confection, qui n'est pas entièrement exploitée et mise en valeur. On a des tailleurs qui sont très talentueux. Malheureusement, je pense juste qu'on manque un petit peu de structure quand on veut passer de la créativité au business. Selon la Banque mondiale, plus de 40% de start-up n'ont pas accès au financement en Afrique. Pour l'institution financière, une nouvelle catégorie d'instruments financiers doit émerger pour fournir le capital de pré-amorçage et d'amorçage dont ces entreprises en phase de démarrage ont besoin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.